les aptitudes et les compétences spécifiques à une profession, un métier ou une catégorie d'emploi ou de métier particulier découlent de l'apprentissage technique et la formation professionnelle. Une priorité désormais pour le gouvernement béninois qui se donne la responsabilité d'inverser une ancienne tendance pour que les apprenants au Bénin obtiennent véritablement une qualification pertinente pour le marché du travail. Où en est-on avec les réformes engagées dans ce sous-secteur de l'éducation à l'heure où Patrice Talon est en train de boucler la 3e année de son 2e quinquennat à la tête du Bénin? Nous faisons la discussion avec le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tiabi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Ravi de vous recevoir avec ma consoeur de E-Télé, Angèle Toboula. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Arossi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame la journaliste. Merci de vous prêter à cet exercice de reddition des comptes, si on peut le dire. Alors, l'ambition du gouvernement du président Patrice Talon est d'inverser la tendance actuelle et d'aboutir à 70% d'apprenants dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle contre 30% dans l'enseignement secondaire général. À l'heure actuelle, où en est-on dans la matérialisation de cette ambition? Je voudrais vous remercier de l'opportunité que vous me donnez de parler des avancées au niveau du secteur de l'éducation en général et en particulier du sous-secteur des enseignements techniques et de la formation professionnelle, les avancées que nous avons pu réaliser depuis 2016 à ce jour. C'est un plaisir. Alors, concernant votre question, effectivement, le gouvernement a fait l'option d'inverser la tendance. Vouloir que 70% de nos apprenants soient au niveau de la formation professionnelle et de l'enseignement technique et 30% au niveau de l'enseignement secondaire général. Et lorsque nous disons inverser la tendance, ça veut dire qu'actuellement, nous avons plus de 70% au niveau de l'enseignement secondaire général. Cette ambition du gouvernement a été bien retracée dans la stratégie nationale de l'UFTP et confirmée par la loi cadre sur l'UFTP. Je puis vous dire que ce projet est d'actualité et d'ailleurs, nous travaillons à ce que cela soit une réalité d'ici à 2030. Je voudrais rassurer les uns et les autres que lorsque nous parlons de 70% dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, il s'agit aussi bien de l'enseignement formel, donc ce que vous avez dans nos lycées et collèges techniques, que dans les alternatives éducatives et l'enseignement informel, entre guillemets. Donc les fondamentaux sont réellement mis en place et nous commençons déjà par avoir les résultats. Lorsque vous interrogez les statistiques, vous voyez qu'au niveau de nos lycées, nous avons de plus en plus d'apprenants dans les domaines techniques et scientifiques. Si le gouvernement béninois a décidé d'inverser la tendance, monsieur le ministre, est-ce à dire que l'enseignement secondaire général n'intéresse plus vraiment ou bien n'a plus réellement sa valeur? Non, pas du tout. C'est un ensemble. L'un complète l'autre. Vous savez que c'est une question de flux. C'est les apprenants sortis de l'enseignement secondaire général qui vont vers l'enseignement technique. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la stratégie nationale de l'enseignement technique et la formation professionnelle que nous mettons en œuvre avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de passion, même j'allais dire. Il faut noter que nous avons également élaboré une stratégie nationale de l'enseignement secondaire général qui vient compléter et qui est en arrimage parfait avec la stratégie nationale de l'UTFP. Donc, c'est un tout. D'ailleurs, l'éducation, c'est un tout de la maternelle jusqu'au supérieur. Donc, aucun pan n'est laissé pour compte. Aucun pan n'est laissé pour compte. J'ai envie tout de suite de rebondir sur cette actualité chez vous, les réformes qui induisent désormais des changements au niveau du brevet d'études du premier cycle. Pourquoi cela? Oui, effectivement, depuis 2021, nous avons engagé une réforme. Je vais être très simple, juste pour dire que c'est en parfaite harmonie avec l'ambition du gouvernement de donner à l'enseignement technique et à la formation professionnelle toute sa valeur. L'orientation faite de mettre un accent particulier sur ce sous-secteur est en parfaite adéquation avec donc, la réforme que nous faisons au niveau du BPC, parce qu'au niveau du BPC, il s'agit essentiellement de donner un socle de compétences scientifiques à nos apprenants.
Voilà pourquoi il ne s'agit plus de modèles longs, modèles courts. Tous les candidats composeront en mathématiques et en PCT. Ce n'était pas le cas par le passé. Selon que vous êtes en modèle long, vous choisissez une langue vivante, et modèle court, vous faites PCT. La réforme veut essentiellement que tous les candidats composent en PCT en sciences. Et voilà. Vous avez pris de nombreuses mesures, des mesures qui facilitent, qui favorisent désormais le maintien des filles à l'école, dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Y a-t-il des mesures particulières à ce niveau aussi? Oui, il y a beaucoup de mesures. Nous accordons des facilités aux filles, notamment dans les séries de STI, en tant que sciences et techniques industrielles, pour les filles à qui nous accordons des exonérations de contributions scolaires. Et ça, c'est important, c'est beaucoup d'argent qui sont investis. C'est vrai que cela existait avant 2016, mais depuis là, les chiffres se sont multipliés par 5, 6, 7. Donc, c'est beaucoup d'efforts qui sont fournis pour encourager les filles donc, à s'inscrire dans ces filières. C'est dire que cette discrimination positive est une sorte d'inciter les filles en matière scientifique ou professionnelle, si vous préférez. Vous savez très bien que pour l'enseignement en général, il y a des mesures incitatives à l'endroit des filles. Je veux parler de l'exonération au niveau de l'ESG. C'est pareil au niveau de l'enseignement technique. Il faut encourager les filles à aller vers les sciences, vers la technique. Voilà pourquoi toutes ces mesures prises par le gouvernement sont mises en œuvre. Et il ne vous échappe pas qu'il existe des garçons qui sont aussi, même parfois, plus défavorisés que certaines filles. Nous en sommes conscients. Je puis vous dire que les statistiques montrent que dans certaines écoles, notamment en milieu urbain, les filles sont en nombre plus important même que les garçons. Alors ça, c'est le fruit donc, des efforts fournis par le gouvernement pour encourager donc, l'éducation des filles. Et nous ne perdons pas de vue qu'il y a des garçons qui sont, entre guillemets, défavorisés. Et alors, les réflexions sont en cours pour faire en sorte que réellement l'équité soit parfaite au niveau donc, du sous-secteur. Et quand je parle d'équité, cela tient compte du genre. Donc le genre, les filles et les garçons. Les réflexions sont en cours au niveau du gouvernement. Mais avec cet investissement, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez les résultats? Bien sûr. Nous avons les résultats, c'est ce que je disais tantôt. Lorsque j'interroge les chiffres pour le BPC, tout le monde sait, on est passé d'environ 35% à 64% de 2016 à 2023. Au niveau du baccalauréat, c'est la même chose. Pour le CAP STI, EFS, HR et STMA, en 2016, nous étions à 42,2% de réussite. En 2023, nous sommes passés à 56,62%. Lorsque je prends une autre filière, nous étions à 36,6% en 2016 et en 2023, nous sommes passés à 56,19%. Et pour ce qui est des certificats dans la sous-filière des sciences et techniques médico-sociales, nous étions à 91% en 2016 et nous sommes passés à 100% en 2023. Évidemment, la courbe est ascendante. J'ai juste pris les deux bornes, mais la courbe est ascendante. Donc, à tous les niveaux, nous constatons vraiment des résultats qui sont prometteurs et qui nous rassurent que nous sommes sur la bonne voie. Quand les taux de réussite aux examens montent, cela ne veut-il pas dire qu'on a travaillé désormais pour rendre moins difficiles les examens? Non, pas du tout. Pas du tout alors. Il faut juste dire que nous avons travaillé plutôt sur certains leviers, les maillons faibles du système, à savoir, par exemple, les enseignants, leur disponibilité en termes numériques et également la qualité des enseignants. Nous avons travaillé sur d'autres leviers, à savoir les plateaux techniques, ainsi de suite, la formation des enseignants, la façon d'administrer les cours, également le temps scolaire. Vous êtes tous témoins que dans un passé récent, on avait ce problème de temps scolaire. Il y a des années qui duraient à peine 5 mois
alors qu'il en faut normalement 9 mois. On avait de la peine à ajuster. Mais depuis lors, tout cela est terminé. Tous les acteurs se mettent réellement avec enthousiasme au travail et c'est ça qui donne les fruits que vous voyez là. Quand on parle de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à quoi est-ce qu'on pense dans le système éducatif béninois? Quelles sont les images qui viennent en tête? Oui, actuellement, lorsque vous parlez de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, tout le monde se réfère à ce que nous avons annoncé, à savoir la mise en place des lycées agricoles. Nous avons annoncé la mise en place en termes de création, de réfection, de réhabilitation des lycées techniques agricoles et également la mise en place des écoles de métiers et la réhabilitation des centres de formation professionnelle, etc., etc. C'est à cela que les compatriotes pensent, et ils ont raison de penser à cela, parce que c'est un vaste chantier sur lequel nous sommes et nous faisons des progrès. Je sais, puisque je suis souvent interrogé, quand est-ce qu'on aura ces lycées? Bien sûr. C'est peut-être votre prochaine question. On le saurait entendu. Le maître. Le chef de l'État l'a rappelé encore dernièrement. Quand est-ce que ça prend corps? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire pourquoi nous voulons les lycées techniques agricoles modernes et les écoles de métiers. Nous les voulons parce que c'est la meilleure façon de disposer de ressources humaines de qualité, qualifiées. Nous voulons rompre surtout avec ce que nous avons connu par le passé, où nos apprenants sortent de nos lycées techniques et viennent nourrir le rang des chômeurs. Nous voulons désormais que nos apprenants qui sortent des lycées techniques agricoles soient de vrais exploitants agricoles, soient de vrais spécialistes de leur métier. Voilà pourquoi la réforme prend globalement tout en compte. Il s'agit non seulement des infrastructures, que vous verrez bientôt, nous les annonçons, les premières infrastructures seront disponibles avant 2026. De lycées techniques. Bien sûr. Donc, mis à part les infrastructures, dans le fond, il y a du travail qui se fait au niveau des curricula, au niveau même du mode de fonctionnement de ces lycées, donc de la gouvernance, au niveau du type des formateurs. En parenthèse, vous savez très bien que nous avons près de 650 élèves professeurs qui sont en formation à l'Université nationale d'agriculture de Kétou, avec l'aide de l'Université du KwaZulu-Natal, une université sud-africaine qui nous accompagne. Et toujours dans ce secteur de l'enseignement technique, nous avons également des dizaines d'élèves professeurs qui sont en formation à l'extérieur, dans la France. Nous venons de mettre en formation quelques dizaines encore ici à Lokossa, Lancet. Et cette école est appuyée par de prestigieuses écoles internationales. Donc c'est tout un chantier qui est en cours et il y a vraiment du concret. Combien de lycées est-ce que nous pouvons espérer et quelles sont les zones privilégiées sur le territoire national pour l'implantation de ces infrastructures? Nous avons annoncé pour les lycées techniques agricoles 30. Et les 30 incluent les lycées qui sont là actuellement, qu'il faut réhabiliter. Et je puis vous dire que les 30 lycées sont répartis de manière à couvrir tout le territoire national. Rien n'est fait au hasard. Nous travaillons selon donc, des schémas directeurs qui sont mis en place, notamment le plan directeur agricole. Nous avons des pôles de développement agricole et ces lycées-là tiennent compte donc, de ces pôles de développement. Par exemple, lorsque je prends le département de la Liborie, c'est juste un exemple, vous avez un lycée technique agricole à Malanville, à Banikwara, vous en avez un, à Segbana, vous en avez, et ce n'est qu'un exemple. Quand je prends le Borgou, c'est pareil. L'Atakora, le Mono, le Koufo, donc tous les départements sont réellement servis. D'accord. Alors justement, puisque nous parlons du secteur agricole et de cette révolution, nous allons suivre cet élément réalisé par la rédaction afin de mieux le commenter. C'est un véritable changement de paradigme qui s'opère au niveau de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au Bénin. Ici, au Centre de promotion de l'entrepreneuriat agricole de Kétou,
662 jeunes aspirants au métier d'enseignant dans les lycées techniques agricoles du Bénin sont en formation. Contrairement à leurs aînés, ils bénéficient d'une immersion quotidienne dans l'univers agricole, soit 10% de pratique, 30% de théorie, avec des équipements de dernière génération qui leur permettent de toucher du doigt la réalité. Le programme, sous la houlette de l'Université nationale d'agriculture, en partenariat avec l'Université de KwaZulu-Natal d'Afrique du Sud. Comme vous le voyez, nous avons plus d'une dizaine de tracteurs, des motoculteurs, des machines agricoles. Nous avons donc beaucoup d'enseignants qu'on doit former dans diverses spécialités. Ceux-là vont constituer un vivier d'enseignants au point, un vivier d'enseignants qui permettront donc de pouvoir donner les nouvelles techniques d'exploitation vraiment des fermes agricoles, l'exploitation moderne avec des machines de fermes agricoles sur tout le territoire national. L'ambition est de donner aux jeunes une formation pratique axée sur les métiers de l'agriculture pour leur éviter le chômage, ce qui contribuera à faire du Bénin, à terme, une puissance agricole. Et pour concrétiser le rêve, un partenariat est noué avec la Société nationale de mécanisation agricole, la SONAMA. Tous les 10 lycées techniques agricoles existants ont reçu le matériel. Au niveau de chaque établissement, 2 enseignants ont été formés pour que véritablement les apprentissages soient améliorés. Vous savez, depuis qu'on a créé les lycées techniques agricoles, pour la culture maraîchère, les travaux se faisaient à la main. Des moyens colossaux, soit plus de 500 milliards de francs CFA, sont injectés dans l'enseignement technique afin d'outiller les acteurs, de renforcer le plateau technique et de disposer d'intrants pédagogiques conséquents. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme qui a été confié à la dette et qui comprend la mise en place de 30 lycées techniques agricoles, de 8 écoles de métiers et des 16 lycées techniques professionnels existants à réhabiliter et à équiper, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au niveau des lycées techniques agricoles, tous les financements sont mobilisés, les études techniques et architecturales sont terminées, les dossiers d'appel d'offres sont en grande majorité élaborés, envoyés aux partenaires techniques et financiers pour leur avis de non-objection. Certains ont déjà reçu même leur avis de non-objection et incessamment les dossiers d'appel d'offres seront lancés pour que nous puissions quand même recruter les entreprises pour le démarrage des travaux. Comme nous le savons tous, quand on parle d'établissement, ce n'est pas que tout ce qui est construction et équipement. Il y a aussi tout ce qui est curricula de formation. À l'étape d'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'élaboration des curricula évolue très bien et les curricula pour le lycée technique agricole sont projetés pour être disponibles d'ici la fin de l'année 2024. Actuellement, les experts qui nous accompagnent en synergie avec les enseignants, les inspecteurs du Bénin, sont en train d'élaborer les référentiels de formation et après ils vont élaborer les référentiels de certification. La réception de ces documents est prévue pour décembre 2024, la même chose pour les écoles de métiers et la même chose pour le lycée technique professionnel. Le Bénin sera un pays de référence de la sous-région dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce n'est pas pour nous glorifier. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires, mais les partenaires ont vu que le Bénin a choisi la bonne voie. La voie pour assurer et garantir un enseignement et une formation technique et professionnelle de qualité à tous les apprenants. Inverser la tendance, on comprend bien que c'est pour que les qualifications répondent aux besoins du marché. Les formateurs existent-ils déjà pour cette ambition que vous nourrissez pour le secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle? Oui, c'est une bonne question qui est souvent posée par ceux qui nous observent et qui admettent ce que nous faisons. La question est oui. Vous avez vu sur l'élément qu'il y a l'Université du KwaZulu-Natal qui nous assiste pour la formation à l'Université nationale d'agriculture de Kétou, de près de 650 élèves professeurs. Ça, c'est pour les lycées techniques agricoles. Ils sont en formation depuis 2 ans, bientôt 3 ans, et bientôt ils seront disponibles. Et c'est parmi eux que nous allons donc mettre à disposition des lycées techniques agricoles. Nous avons également une trentaine d'enseignants
qui sont en formation depuis déjà 3 ans en France et qui sont pratiquement en fin de séjour. Nous avons mis en formation également quelques dizaines d'élèves professeurs à l'ANSET Lokossa, et là aussi avec l'accompagnement de prestigieuses écoles internationales. Et ce n'est pas tout. Nous allons recruter très bientôt une centaine d'enseignants pour les écoles de métiers qui seront également mis en formation, toujours avec l'expertise d'institutions étrangères. Donc la question de la disponibilité d'enseignants ne se pose pas. La réforme a tout prévu et tous les pans de cette réforme-là sont réellement bien conduits par les différents acteurs. Vous avez suivi le directeur général de l'ADET, l'Agence de développement de l'enseignement technique, qui est donc le bras opérationnel sur ce chantier. Il y a bien d'autres acteurs. Je puis vous rassurer que les choses se passeront très bien. On a pu constater également que le matériel, il va avec, c'est une formation purement pratique, quand bien même la théorie hier. C'est dire donc que le gouvernement a mis les bouchées doubles afin de garantir, je vais dire, des emplois à ces apprenants une fois sortis de ces établissements. Absolument. Nous ne pouvons pas nous attendre à une formation de qualité si le plateau technique ne suit pas. Donc le plateau technique fait partie de l'ensemble du dispositif à mettre en place. Vous avez pu voir, par exemple, à Kétou, personnellement, on est allé avec le ministre de l'Agriculture pour remettre des tracteurs, des machines agricoles, y compris même des ordinateurs pour chaque apprenant. Et tous les lycées, tous nos lycées techniques agricoles, toutes nos écoles de métiers seront totalement équipés. Les plateaux techniques seront mis aux normes. Les lycées qui sont là actuellement seront réhabilités, le plateau technique également rénové. Je voudrais bien revenir sur la question précédente, puisque la tendance avant, c'était 70% dans l'enseignement général, je parle des apprenants, et 30% seulement au niveau de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et vu votre ambition d'inverser la tendance, pourquoi pensez-vous qu'il y a déjà la main-d'œuvre sur place, les formateurs sur place pour former toute cette masse que vous envisagez mettre dans l'enseignement technique? Oui, vous revenez sur la question des enseignants, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous avons des enseignants qui sont déjà dans les lycées. Ceux-là ne sont pas laissés pour compte. Il y a des programmes pour les renforcer, pour renforcer leurs compétences et obtenir le profil que nous recherchons. Des formations sont déjà engagées. Il y en a qui sont annoncées pour les prochaines semaines pour faire donc de ces enseignants des enseignants modernes. Et à ceux-là s'ajouteront tous ceux que nous avons mis en formation à Kétou, en France, et ainsi de suite. Donc la question des formateurs pour les lycées techniques et les écoles de métiers, c'est un problème qui est efficacement adressé. Ceux que vous avez mis en formation, surtout à l'étranger, est-ce qu'on peut avoir des chiffres? Oui, ils étaient 60 à être recrutés. La moitié est partie en France. Nous attendons qu'ils reviennent. Ceux qui ne sont pas partis, c'est deux, je parlais tantôt, les avons aussi mis en formation. Donc ils sont une soixantaine et ceux-là sont dédiés au lycée technique professionnel. Alors, Monsieur le ministre, vous parlez d'écoles de métiers et aujourd'hui, le numérique est quand même un secteur pourvoyeur. Alors, qu'est-ce qui est fait dans votre sous-secteur justement en matière du numérique? Vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'éducation sans parler du numérique. Il est difficile d'être performant dans le système éducatif si nous ignorons le numérique. Déjà, je vais vous dire que il y a déjà en place une école des métiers du numérique qui est mise en place et qui fonctionne et qui forme déjà donc, des apprenants. Il y a environ 700 qui sont formés dans divers domaines du numérique, dans la fibre optique et consorts. Public ou privé? Public. Mais là n'est pas votre question. Votre question, c'est de savoir comment nous utilisons le numérique. Oui, concrètement. Concrètement. Tous les Béninois, pratiquement, en tout cas les acteurs du système éducatif, savent aujourd'hui que nous utilisons EducMaster, qui est une application qui a été conçue et mise en œuvre déjà depuis 2018 et qui nous aide énormément
En matière, par exemple, de gestion administrative, ça nous permet d'avoir de l'efficience, de l'efficacité, de la rapidité dans ce que nous faisons. Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, les apprenants n'ont plus du mal à s'inscrire pour le BPC. Avant, c'était des paperasses qui quittaient donc, les contrées de Carignan, de Malanville, d'un peu partout pour venir encombrer la DEC. Aujourd'hui, de la maison, les parents d'élèves peuvent inscrire les enfants pour le BPC. Aujourd'hui, les relevés de notes de BPC peuvent être téléchargés. Aujourd'hui, nous n'avons plus de problème à gérer les flux liés aux surveillants de salle. Tout cela est réglé de façon numérique. Et il y a bien d'autres choses. Nous faisons beaucoup d'avancées avec le numérique. Vous voyez la catégorie des enseignants AME. C'est grâce justement à cette application où nous les déployons systématiquement de façon vraiment efficiente. Nous faisons même le suivi de la présence au poste et des enseignants et des apprenants. Donc le numérique est vraiment bien ancré dans notre gestion depuis quelques années et nous comptons aller très loin. L'école des métiers du numérique que nous observions tout à l'heure dans le reportage diffusé est basée à Fidjrosset, à Cotonou. Est-ce que vous envisagez en créer d'autres dans les autres régions, parmi par exemple les lycées que vous avez annoncés? Il y a une école des métiers du numérique plus grande qui est en cours de création et qui sera donc installée sur l'espace de CB City, et à l'image de celle qui est là, mais avec une plus grande envergure. Ces écoles des métiers que nous mettons en place ne sont pas dédiées seulement aux zones où elles sont installées. C'est pour tous les Béninois, y compris même pour les compatriotes de la sous-région qui voudraient bien venir se faire former. Je note que l'ambition du gouvernement à ce niveau, ma collègue du supérieur va certainement en parler, c'est de faire vraiment tout un village de formation, de faire un village moderne de formation où nous avons vraiment toutes les compétences de pointe. Et comme cela, Madame Toboula, vos enfants, vous n'aurez plus besoin de les envoyer au Canada, en France, au Maroc ou ailleurs pour avoir la meilleure formation, vous pouvez le faire ici. D'accord, rassurez-moi, comment j'évaluerai alors cette formation qu'ils vont recevoir ici au Bénin? Est-ce qu'il y a des pôles de pratique ou bien ce sera déjà dans les écoles? Ces écoles-là que nous mettrons en place ici auront tous les standards et toutes les garanties de bonne qualité parce que elles travailleront avec les meilleures écoles du monde. Donc les standards de garantie de qualité seront absolument assurés. C'est pour revenir à votre question d'évaluation, comment évaluer, voilà. Monsieur le ministre, vous utilisez quelque peu le futur. Nous sommes à quelques mois quand même, moi j'aime à le dire comme ça, de la fin du mandat actuel. Est-ce que des choses vont rester en instance? Parce les choses bougent. Autre système, autre pratique également. Madame Toboula, les choses bougent. Les choses bougent effectivement. Vous avez suivi l'élément tout à l'heure. Je disais tantôt que, en ce qui concerne les lycées, ce n'est pas que des bâtiments. C'est également du soft et à ce niveau, nous sommes très avancés en termes de curricula, en termes de modèles de gestion, etc., etc. Et si vous voulez, donc le physique, tout à l'heure, il a été dit dans l'élément que les appels d'offres sont lancés, le recrutement donc, des prestataires est totalement lancé. Et je viens de vous garantir que nous aurons donc, les premiers bâtiments avant 2026. Si vous allez au lycée technique agricole de Ina aujourd'hui, ça c'est les images que vous venez de voir, vous constatez que la réfection a déjà commencé. On a déjà des bâtiments qui sont debout. On a d'anciens bâtiments qui sont réfectionnés. Donc, il y a déjà du concret. Tantôt, je parlais de l'école des métiers du numérique. Ça, c'est du concret. Vous l'avez dit, monsieur A aussi. Ils sont là à Fidjrosset et ils donnent de la formation de qualité. Il y a près de 700 jeunes qui sont formés et qui sont là, qui sont déjà utilisés. Et ces jeunes, ce n'est pas que des Béninois. Les Nigérians ont vu que c'est une bonne chose. Vous allez là, vous allez voir des Nigérians qui sont en formation. Voilà. On parle depuis peu de l'alphabétisation fonctionnelle qui est peut-être différente de l'alphabétisation, je vais dire, de masse.
Qu'est-ce qu'on comprend de ces deux concepts? Nous parlons souvent de l'alphabétisation fonctionnelle pour montrer que l'alphabétisation telle que nous la concevons et nous la pratiquons aujourd'hui diffère de ce que nous avons toujours connu jusqu'à présent, notamment sous la Révolution. Je ne sais pas si vous étiez déjà... Voilà, où il faut réunir donc, une grande masse, apprendre à lire et à écrire. Aujourd'hui, l'alphabétisation est axée sur le métier. Axée sur le métier, ça, donc, la cible est également choisie en conséquence, il s'agit des artisans. Et on s'assure que l'alphabétisation rime donc, avec la formation professionnelle. Voilà pourquoi nous parlons d'alphabétisation fonctionnelle, en fait. Je voudrais nous inviter à suivre ces images qui illustrent un peu vos actions dans ce sous-secteur de l'éducation. Le numérique occupe une place de choix dans la formation professionnelle au Bénin. À Fidjrosé, à Cotonou, l'école des métiers du numérique se veut un centre de référence avec une ligne pédagogique bien définie. La vocation première de notre école, c'est de pouvoir former des techniciens dans le domaine du numérique en général, d'accord, et aussi de former des gens qui travaillent ou ceux qui sont en quête de reconversion. La cible de notre école, c'est d'abord les étudiants qui sont en fin de formation, parce que l'un des constats du gouvernement, c'est que la plupart de nos diplômés n'ont pas souvent la main. Ils sont obligés de faire des mois de stage pour pouvoir avoir la main, quelle que soit l'entreprise qui les engage. Donc, cette école vient à point nommé pour leur permettre de pouvoir avoir la main dans un domaine précis donné, pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire immédiatement utile pour les entreprises qui vont les engager. Nous recrutons des étudiants ou des apprenants qui ont au moins le niveau bac. Nous en avons de tout type, à savoir des gens qui ont le bac, des gens qui ont la licence, d'autres qui ont le master, mais qui viennent pour pouvoir disons, se faire former. En dehors de la formation en fibre optique, des techniciens d'intervention en fibre optique, nous offrons des formations de courte durée qui leur permettent de pouvoir embrasser un nouveau métier ou de pouvoir maîtriser un peu le numérique qui leur permettra certainement de booster leur carrière ou de pouvoir être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Un véritable challenge pour les jeunes en quête d'emploi au Bénin. Mais, Monsieur le ministre, comment pensez-vous réellement intéresser les autres apprenants qui ne sont pas à Cotonou, qui sont peut-être dans le septentrion, loin de Cotonou, quand toutes ces écoles de formation au métier du numérique sont basées à Cotonou? Dans le secteur, nous avons déployé plusieurs outils liés justement au numérique pour nous assurer que tout apprenant, où qu'il soit, reçoit la même formation de qualité, et en dépit même de la qualité des enseignants. Donc à ce niveau, nous utilisons le numérique. Nous avons des projets justement tels que la valorisation des matières scientifiques. Nous utilisons donc le numérique pour que ces enfants-là puissent avoir donc accès à cette formation même à distance. Voilà. Nous avons une plateforme de choix et du master qui est pratiquement transversale au niveau du secteur et qui même fait école actuellement au niveau du secteur de l'enseignement maternel et primaire. Je crois bientôt ce sera au supérieur, dont nous sommes fiers et réellement qui nous permet d'économiser en temps, en énergie, en ressources, qui nous permet donc de maîtriser les flux, qui nous permet de réduire les erreurs et de nous assurer que les enseignants sont à leur poste et de nous assurer également que les apprenants sont assidus, et parce que là aussi nous avons donc des soucis au niveau de certains apprenants qui donc désertent et qui reviennent à la veille des examens. Donc cet outil nous permet même de loin donc de pouvoir suivre tout cela. Une autre question évoquée de plus en plus dans votre secteur, l'alphabétisation fonctionnelle, qui peut-être est différente de l'alphabétisation de masse. Qu'est-ce qu'on y comprend? Nous utilisons l'alphabétisation pour renforcer les compétences de nos artisans. Donc l'alphabétisation est axée sur le métier. Donc fonctionnel, ça fait donc un mariage entre la formation professionnelle et l'alphabétisation.
Ça fonctionne très bien parce que lorsque vous prenez un artisan comme un soudeur, il sait l'appellation de ses outils en français, il a des notions élémentaires en mathématiques et ça l'apprend forcément à se renforcer dans son domaine. Et cela marche parfaitement. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer les partenaires qui nous accompagnent dans ce sens, dont la coopération suisse qui nous accompagne réellement en matière d'alphabétisation. Mais l'alphabétisation de masse demeure. Elle n'est pas suspendue ou bien annulée. Nous ne faisons plus de l'alphabétisation de masse. Ah, mais nous, en faisant l'alphabétisation fonctionnelle, nous embrassons le maximum donc, de nos apprenants. Mais là, la cible, c'est les artisans, c'est les couturiers, c'est les maçons, c'est les menuisiers, etc. etc. Voilà. Finalement, quel est le lien entre alphabétisation et formation professionnelle, enseignement technique? Le lien, c'est que l'alphabétisation est au service de la formation professionnelle. On n'alphabétise pas pour alphabétiser, pas pour la forme. Il faudrait que cela soit utile à celui qui reçoit l'apprentissage. C'est ça le lien. L'alphabétisation est au service de la formation professionnelle. Et comme je le disais tantôt, lorsque vous prenez un menuisier que vous voulez alphabétiser, mais qu'est-ce qui est intéressant pour ce menuisier? C'est de faire en sorte qu'il soit plus performant, c'est de faire en sorte qu'il soit plus compétitif. Donc les outils qu'il utilise, il faudrait bien qu'il sache comment on les appelle, les notions élémentaires de calcul et de gestion. Si en l'alphabétisant, vous lui donnez donc ces notions, c'est mieux que de lui donner donc rien que écrire et lire. Donc c'est de ça qu'il est question. Voilà justement pourquoi le gouvernement a fait l'option de placer le volet alphabétisation sous le ministère chargé donc de la formation professionnelle. Voilà. C'est bien beau, hein, et intéressant cette option. Excusez-moi d'insister quelque peu. Vous savez que c'est justement cette masse qui amène à dire que nous sommes un pays rempli d'analphabètes, justement. Donc, si l'alphabétisation de masse disparaît, est-ce qu'on est réellement sorti de l'auberge, monsieur le ministre? Je ne dirais pas que l'alphabétisation de masse a disparu, parce que lorsque nous parlons d'alphabétisation fonctionnelle, forcément, ça concerne cette couche. Ça veut dire tout simplement que ça n'a pas disparu, mais c'est devenu plus dynamique. C'est devenu plus utile. En fait, c'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on parle de masse, c'est peut-être la quantité. Mais toujours dans l'alphabétisation fonctionnelle, vous pouvez donc avoir un public cible plus grand en fonction donc, des moyens déployés. Donc ici, ce qu'il faut voir, c'est l'utilité de l'action. Voilà. D'ici 2026, je reste en 2026 pour rester dans le temps et dans l'espace du gouvernement auquel vous appartenez. Quelles sont les perspectives dans le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle? Nous avons plusieurs perspectives. Déjà tantôt, en me suivant, vous avez compris que il y a plusieurs chantiers qui sont en cours. Les chantiers au niveau des lycées techniques agricoles, c'est connu. Au niveau des écoles des métiers, c'est connu. Au niveau également des centres de formation professionnelle, c'est connu. Il y aura par exemple la rénovation, la construction d'infrastructures d'équipement des lycées techniques agricoles, la diversification des offres de formation. On n'en parle pas, tantôt c'est de ça, je disais, le soft. Le développement des programmes de formation agricole et rurale orientés vers les référentiels de qualification. La formation et le renforcement des capacités des formateurs, ceux-là qui sont là actuellement. J'ai annoncé que ça a commencé, ça va se poursuivre, et également du corps d'encadrement. Le renforcement de l'écosystème d'enseignement technique et la formation professionnelle agricole et rurale, la restructuration du dispositif de gouvernance, surtout à ce niveau, le dispositif de gouvernance, parce que ces lycées que nous allons mettre en place ne peuvent plus être gérés comme ce qui se passe actuellement. Il faudrait que ce soit, mettons, des entrepreneurs pratiquement, des entrepreneurs gestionnaires. Et d'ailleurs, nous avons en vue le recrutement d'environ 300 gestionnaires d'établissements
qui vont s'assurer donc de la gestion de ces établissements. Parce que, ce que je n'ai pas dit, les lycées techniques agricoles seront pratiquement des centres de production. Mis à part le volet pédagogique, il y aura donc des fermes que nous appelons des UEVP, unités économiques à vocation pédagogique, où les apprenants auront la pleine formation. Il y aura de la théorie, mais il y aura beaucoup plus de pratique. Qu'avez-vous à dire, à donner comme message, à lancer comme appel peut-être aux acteurs de ce sous-secteur de l'enseignement que vous dirigez? Oui, je voudrais juste demander aux acteurs d'avoir confiance. Nous savons que les défis de l'éducation sont grands, sont même permanents. Mais les défis auxquels nous faisons face, c'est que nous voulons adresser. Les réformes que nous avons mises en place pour adresser ces défis, ces réformes sont salutaires. Nous avons vu les chiffres au niveau des indicateurs des examens qui sont réellement concluants. Je voudrais donc demander aux différents acteurs d'avoir foi au gouvernement et en son chef, le président Patrice Talon. En dépit de ces contraintes, ce qui est annoncé sera réellement fait et effectivement, il y a des équipes qui travaillent autour donc, de ces chantiers-là. Nous sommes pratiquement au terme de ces échanges. Monsieur le ministre, merci pour l'exercice. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce programme. C'était là les réalisations dans ce sous-secteur de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Nous vous remercions de vous avoir suivis. Merci Marcel Arossi pour ces échanges. Très belle soirée, mesdames et messieurs, en compagnie du reste de nos programmes.